Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé? Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus un centime pour le service public, telle doit être la mission de ceux qui veulent relever la France. Pour TVL, il s'agit, malgré les intimidations, de rétablir une information libre, authentique, exemplaire, vérifié, pluraliste, désendoctriné, TVL contre les menteurs. Pour cette action essentielle, nous n'avons pas l'argent de l'État, ni celui des oligarques ou des banques. Nous ne disposons que du soutien de nos téléspectateurs. Et nous faisons face, en ce mois de juin, à une situation très compliquée. Il y a le coût normal de la multiplication de nos programmes avec plus d'enquêtes, de créations, de nouveautés pour une télévision véritablement généraliste. Il y a le poids de l'inflation qui nous frappe tous. Et il y a aussi un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Comme vos commerces de proximité, votre télévision de proximité voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, parce qu'il faut tailler en pièces la propagande des médias du pouvoir, parce qu'il faut une alternative aux verrouillages idéologiques, ce que nous faisons depuis 10 ans. Il nous faut absolument obtenir de nouveaux moyens, financer TVL. Depuis 10 ans, TVL a fait la preuve de son utilité pour établir les vérités et confondre les menteurs. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Chers amis, bonjour, bienvenue sur le plateau du Plus d'éléments. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter le nouveau numéro d'éléments, un numéro pour le moins formidable, je trouve, enfin qui est très complet, très divers. Nous avons donc, vous avez vu évidemment notre une sur les trans, mais aussi un entretien avec Dominique Fernandez, avec Jacques Julliard et tant d'autres. Je vais présenter mes invités, mais vous les connaissez pour la plupart. Cher François Bousquet, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef d'Éléments. Cher Rodolphe Kark, bonjour. Vous êtes collaborateur régulier de notre revue. Vous allez publier prochainement, et nous en parlerons à la fin de l'émission, un ouvrage sur Georges Sorel, sur le méconnu Georges Sorel. Georges Sorel, un révolutionnaire conservateur, à la Nouvelle Librairie. Cher Daoud Bourezala, bonjour, collaborateur maintenant très régulier d'Éléments. Bienvenue sur ce plateau, je crois que c'est la deuxième fois que vous nous rejoignez. Et cher Patrick Luzinski, bonjour, bienvenue sur le plateau de Nouvel Élément. Vous êtes notre directeur artistique et l'animateur de l'émission cette année-là. Alors, comme je le disais, numéro très complet, numéro très divers, numéro très riche.
Je vais me tourner d'abord vers Daoud Bourezzala, puisque vous avez fait plusieurs, d'abord un article sur les débats qui agitent le milieu LGBT, notamment, et aussi un entretien avec Marie Jobonnet. Alors il y a un phénomène trans. Alors que sont les trans? Que nous disent-ils de la société, cher Daoud? Il y a effectivement un phénomène, et ce qui est intéressant comme approche peut-être, c'est de se dire, c'est peut-être l'ultime différence, la différence des sexes, masculin, féminin, qu'on essaye de faire tomber. Alors, qui est on? Est-ce que dès les années 70, certaines, d'ailleurs, lesbiennes militantes féministes nous alertaient, je pense à l'américaine ou la canadienne, je ne sais plus, Janice Raymond, qui a écrit L'Empire transsexuel à la fin des années 70, une espèce de brûlot incendiaire contre déjà ce qu'elle percevait comme le biopouvoir de chirurgiens qui, à l'époque, les transitions concernaient pour 2/3 des hommes qui devenaient des femmes. La tendance s'est exactement inversée depuis. Et déjà à l'époque, les féministes percevaient cette menace comme une espèce d'intrusion d'hommes devenus femmes dans leur milieu, dans leurs associations, dans leurs clubs de sport ou des espaces de non-mixité, etc. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Les lesbiennes ont été largement reléguées des mouvements homosexuels. D'ailleurs, LGBT, l'intersectionnalité, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a énormément de dissensions, ne serait-ce qu'entre féministes. Ensuite, entre lesbiennes et trans, entre trans, chacun s'accusant de transphobie, chacun s'accusant de renforcer les stéréotypes, ce qui est aussi une des accusations les plus graves de ces milieux. Mais alors finalement, si on se réfère à des intellectuels comme Claude Habib, qui a écrit sur la question trans, également sur l'histoire de la féminité, les féministes, la question centrale à laquelle on a tenté de répondre, c'est de se dire, est-ce que les féministes n'ont pas ouvert la boîte de Pandore en voulant désacraliser la féminité à la masculinité, en expliquant que la femme se construit, elle n'est pas un don de la nature, on n'est pas femme, on le devient, mais on le devient quand même, voilà. Donc, est-ce que finalement les féministes récoltent ce qu'elles ont semé? Alors, c'est toute la question que j'ai posée notamment à Marie Jobonnet, une figure des Gouines Rouges. Expliquez-nous qui est exactement Marie Jobonnet, parce que je trouve que c'est une personnalité qui n'est pas forcément connue par notre public. Marie Jobonnet est une figure très intéressante à plus d'un titre. C'est une grande universitaire, d'un côté spécialiste notamment de Sainte-Thérèse de Lisieux, du mouvement féministe, des femmes de la résistance, du mouvement lesbien, qui a écrit notamment une histoire du MLF, mon MLF. Donc elle est issue du MLF, du mouvement de libération de la femme des années 70. Elle faisait partie aussi des lesbiennes qui ont fondé le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui a ensuite été largement récupéré par les hommes homosexuels. Et à l'époque, lesbiennes et gays homosexuels, des gens comme Guy Hockenheim, cohabitaient bon an mal an dans ce mouvement, avec même à leur marge ce qu'on appelait les gasolines, des transsexuels qu'on n'appelait pas encore transgenres, dont Jenny Belair, que j'ai pu interroger, qui a été très sympathique, et une figure tout à fait hétérodoxe et travestie dans tous les sens du terme pour mon reportage. Et donc, si j'en reviens à Marie Jobonnet, elle vient de sortir son actualité. Elle, je l'avais connue il y a 10 ans lorsqu'elle était très mobilisée contre le mariage et l'adoption homosexuelle et la PMA, la GPA, qu'elle voyait comme une espèce de distorsion bourgeoise du mouvement homosexuel qu'elle pense subversive dans son essence et révolutionnaire. Et aujourd'hui, je la retrouve avec son nouveau livre « Quand les filles deviennent des garçons », où elle explique que de plus en plus de lesbiennes qui se sentent mal dans leur corps, mal acceptées, qui ressentent un vrai malaise à l'adolescence, sont incitées par le pouvoir médical et toute la propagande pro-trans à devenir des hommes. Et elle compare ces thérapies, ces transitions de genre aux fameuses thérapies de conversion où finalement on se dit l'homosexualité féminine est mal acceptée, il vaut mieux en faire des hommes, sur le modèle iranien en fait. Et donc là où sa réflexion est décapante et tout à fait originale, c'est qu'elle répond aux activistes pro-trans en leur disant on ne devient pas homme avec un pénis, on ne devient pas femme avec un vagin, une vaginoplastie. C'est d'ailleurs toute une opération très pénible et fort périlleuse. Et finalement, on ne s'est pas battu pendant des années pour expliquer qu'une femme, ce n'était pas qu'un corps, pour finalement, sur un claquement de doigts, énoncé performatif, on est femme parce qu'on a déclaré « je suis femme ». Vous l'avez souligné, il y a évidemment, et peut-être que nous allons aussi en parler avec François Bousquet, puisque la question transgenre, vous l'avez aussi étudiée, il y a des intérêts derrière cette vogue
transgenres. Il y a des intérêts économiques, mais peut-être que le problème, il y a plusieurs portes d'entrée dans le dossier, peut-être que le problème est encore plus lourd, parce que le titre du dossier, c'est le grand dérèglement sur le modèle du grand remplacement, qui est un chrononyme, comme la Belle Époque, comme la Grande Dépression. Il y a un grand dérèglement, avant d'être une affaire idéologique, c'est d'abord une affaire biologique. Il y a un grand dérèglement hormonal dans le monde, il y a une féminisation des espèces. Les hormones, c'est l'harmonie. On pourrait presque parler aujourd'hui qu'il y a une disharmonie. Il n'y a plus une disharmonie, il y a une disharmonie. On creuse pas le sujet parce que ça n'est pas, on n'est pas une revue de sciences naturelles, mais la féminisation des poissons est fascinante. Il y a une apparition de micropénis chez les femelles, il y a une féminisation des mâles, il y a manifestement un trouble avec une précocité de la puberté, en particulier aux États-Unis, des pubertés avant l'âge de 10 ans. Donc il y a vraiment un bousculement hormonal. Et je le redis, les hormones, c'est un équilibre très précaire. Donc on est confronté à une disharmonie. Donc c'est aussi un problème biologique d'abord. Après, c'est un problème idéologique. Moi, je pense qu'il est supérieur aux intérêts économiques. Certes, il y a des transactivistes, certes, il y a des psys qui sont pro-trans, certes, il y a une économie derrière tout ça. Mais peut-être qu'il y a un désir d'exhominisation, qui est un fantasme après lequel l'humanité court depuis très longtemps, en particulier les Américains, en particulier les Californiens, qui sont d'abord un peuple de colons. On va coloniser l'Amérique du Nord, mais demain on va coloniser l'espace, on va coloniser peut-être le vivant. Donc il y a quantité de choses qu'on essaye de faire rentrer dans ce dossier, et la partie économique, elle est centrale. En effet, il y a une industrie derrière, mais je pense que ça va bien au-delà. Il y a plusieurs papiers qui montrent qu'il y a un emballement sur cette question trans. Il y a un phénomène d'accélération. Daoud parlait du Front homosexuel de libération, de Aucun Game, de Marie-Jo Bonnet, des Gouines Rouges, révolutionnaires, pardon. On n'aurait jamais imaginé, il y a 50 ans, que les choses s'accéléreraient à ce point-là, s'emballeraient. Et puis il y a au fond de cela, parce que vous parlez de biologie, il y a au fond de cela une haine du donné biologique. Tout doit être construit, reconstruit. Il faut même aller, on en parle dans le dossier, il faut même aller au-delà. C'est que moi, je pense que chez les déconstructeurs, et chez la figure la plus emblématique des déconstructeurs, en l'occurrence Michel Foucault, il y a une haine du corps. Il y a une haine. Foucault ne sait pas quoi faire de son corps. Foucault, il veut pas jouir. François, le paradoxe, c'est que ces gens qui détestent le corps, refoulent le biologique, finalement, veulent changer de genre via des opérations biologiques en bouffant des hormones, en se faisant opérer. C'est ça l'ultime paradoxe. On s'en putain. Parce que c'est une ablation. Aller sur TikTok pour regarder des jeunes filles à qui on a arraché les seins. Mais simplement, c'est là que je voulais insister sur Foucault, c'est que l'organe, c'est l'orgasme. Si on ampute l'organe, il n'y a plus d'orgasme. Tout Foucault est vraiment, quand on va au cœur de Foucault, donc le maître de la déconstruction, il y a une rage gnostique contre le corps. Il ne veut s'intéresser à la fin de sa vie aux gnostiques et à certains pères de l'Église. Donc, et la formule, c'est qu'il n'y a pas de libération du sexe qui tienne. Ce qu'on veut faire, c'est se libérer de ce poids qu'est le sexe, parce que c'est un corps qui ne jouit plus l'organe. C'est-à-dire que jamais un homme deviendra une femme. Les chromosomes sont implacables, c'est pas possible. En revanche, l'homme qui devient une femme, c'est amputé de sa sexualité et du plaisir qu'il peut en tirer. Alors, pour enchaîner... Excusez-moi, je vais devoir vous arrêter parce que l'émission file, nous avons beaucoup de sujets à aborder. Il nous reste 15 minutes, peut-être Patrick Louzanqui sur la question du grand genre. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est pas la transformation d'homme à femme ou de femme à homme, ça va être la transformation, point barre. Et on va en arriver ça. On commence à avoir des mouvements qui très folkloriques sur une sorte de mélange d'animaux et d'humains, etc. Mais je pense qu'on va aller vers ça. C'est-à-dire, comme disait François, c'est la fin de la sexualité, c'est la fin de tout, quoi. On va avoir des êtres. Alors, c'est quand même très occidental, Oui. En Afrique, je crois, Daoud. Oui, pour rebondir sur ce que disait François par rapport à Foucault, la version vulgarisée de tout ça, finalement, on la trouve chez l'ami de François, Virginie Despentes, l'auteur de Baise-moi, cher connard, tout un programme, qui, dans une préface à Béatrice Preciado, son ex devenu homme, explique que être gender fluide aujourd'hui, finalement, peu importe le point d'origine et le point d'arrivée, exactement comme un migrant, l'important c'est le voyage. Donc,
il y a une déconstruction générale, et tout ça s'accorde très bien avec la société liquide appliquée au genre, au sexe. Le fétichisme du nomadisme qui reprennent quand même un certain nombre de pensées contemporaines. Rodolphe. J'aimerais aussi revenir sur l'article de David Lépée dans le dossier qui est assez intéressant, où il va faire un parallèle avec l'émancipation à l'époque de l'idéologie tout autour de la pédophilie dans les années 70, c'est la fameuse une de Libération. Et justement, David fait un parallèle assez juste, à mon avis, avec aujourd'hui... comment dire, peut-être d'être optimiste. Oui, voilà, exactement. Et justement, nous, je trouve que dans notre milieu, on a souvent tendance, comment dire, à taper sur le peuple français en disant qu'il est de plus en plus bête, ce genre de choses. Mais je trouve qu'on a vu des résistances par rapport justement au fait qu'il y avait qu'on incorporait par exemple des trans qui allaient faire des cours à des jeunes enfants. On l'a vu, c'est un phénomène qui est apparu dans les écoles. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine résistance populaire. Les gens ont conservé des éléments, comment dire, de common decency. Donc, je trouve qu'il y a de l'espoir, comment dire. Les prochains livres dans 20 ans chez Gallimard, ce seront les témoignages des jeunes bourgeois qui auront été transformés par leurs parents et qui viendront condamner cette nouvelle génération qui les a mis sur cette voie-là. Nous allons passer peut-être aux autres sujets d'éléments, notamment à Richard Wagner, puisque j'ai eu le plaisir de faire un entretien avec l'excellent Georges Liébert sur Wagner, à la faveur d'une actualité wagnérienne, puisqu'on a publié récemment ses carnets bruns. Le titre n'est pas forcément éloquent, puisque les carnets bruns de Wagner, ce sont son journal, le journal qu'il a tenu pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc, j'ai eu l'idée d'interviewer Georges Liébert, grand mélomane, et qui a réuni notamment aux Belles Lettres un certain nombre de textes critiques de Georges Bernard Shaw sur Wagner. Et il me semble que cet entretien est intéressant parce qu'on découvre un Wagner assez méconnu, notamment un Wagner qui, tout au long de sa vie, a maintenu une fidélité au socialisme révolutionnaire, lui qui avait été en 1848 l'ami de Bakounine, et puis évidemment une évocation par Georges Liébert de l'immense influence que Wagner a eue en France. Il faut citer parmi les wagnériens français aussi bien des écrivains, Mallarmé, Paul Valéry, Charles Baudelaire, Gobineau, mais aussi beaucoup de musiciens, puisque de Vincent d'Indy à Poulenc en passant par Fauré, Wagner a été le grand homme de la modernité, l'excitant du monde moderne, dit Georges Liébert. Donc je recommande l'entretien avec Georges Liébert, que pour ma part j'ai été heureux de mener et qui est remarquable. J'en profite aussi pour vous dire, chers amis, que dans quelques semaines ou dans quelques jours, vous retrouverez ça sur le site d'Éléments. Nous allons mettre en ligne la vidéo de notre entretien avec Georges Liébert, où il évoque non seulement Wagner, mais aussi son compagnonnage intellectuel avec Raymond Aron et sa critique du monde moderne, lui qui a été à la fois l'ami de Raymond Aron et de Philippe Muret, dont il a été l'éditeur chez Gallimard. Donc ça, vous retrouverez cet entretien avec Georges Liébert sur le site d'Éléments. Je peux avoir un mot sur Wagner. Ce qui est passionnant dans ce qui est dit, c'est qu'on a trop tendance avec l'image de Wagner, parce que sa belle-fille, à l'époque, voilà. C'est pas le problème d'être récupéré, mais enfin, l'Allemagne nazie a été souvent, et ce qui fait que Wagner n'est pas joué en Israël, un peu à cause de ça. Alors que toute sa vie, effectivement, Wagner est quelqu'un qui était un révolutionnaire, était un passionné de la gauche et du socialisme. Un homme de gauche, un homme de gauche. Qui, alors, je sais pas. Un homme de gauche romantique, un socialiste romantique, plus qu'un homme de gauche d'ailleurs. Mais ça, c'est très bien expliqué et évoqué par Georges Liébert dans son entretien. Je me tourne maintenant vers notre ami Rodolphe Cart, puisque il y a en ce moment une actualité Sorel dont nous faisons l'écho dans Éléments, notamment avec un entretien que je crois important que vous avez fait, cher François Bousquet, avec Jacques Julliard. C'est maintenant un habitué des colonnes d'Éléments, Jacques Julliard, et vous, Rodolphe Cart, vous publiez un livre Georges Sorel, révolutionnaire conservateur, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alors, je suis heureux que nous parlions de Georges Sorel, d'abord parce que c'est un auteur qui m'est cher, et parce que c'est un auteur méconnu et qui mérite d'être lu. Comment situeriez-vous, alors il y a déjà le titre révolutionnaire conservateur, ça peut paraître une antinomie pour certains de nos téléspectateurs. Parlez-nous un peu de Georges Sorel, essayez de le situer d'abord dans son époque, peut-être. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui est né en 1847 et qui va mourir en 1922, donc c'est quelqu'un qui est vraiment au pivot, on pourrait dire quasiment une sorte d'interregne, comme disait Gramsci. C'est quelqu'un qui va connaître la guerre prussienne, la guerre franco-prussienne de 1870, mais aussi qui va connaître la guerre de 1914, ce qui est vraiment un élément fondamental, je pense, pour les sociétés européennes et notamment françaises. Et comme vous l'avez très bien dit, j'ai essayé, entre guillemets, de rendre
rendre hommage à ce personnage qui mériterait, à mon avis, beaucoup plus d'attention qu'il en a aujourd'hui. Alors, par exemple, il y a Julien Freund, de quelqu'un qui nous est cher, à la revue Éléments, qui en parlait. Il faut que je rappelle, parce que j'ai oublié de le rappeler, cher Rodolphe, que en même temps que la publication de vos livres sur Georges Sorel, la nouvelle librairie publie une nouvelle édition des réflexions sur la violence, l'un des maîtres livres de Sorel, avec, excusez du peu, une préface de Pierre-André Taguieff. C'est important de le noter, Pierre-André Taguieff, grand spécialiste de l'histoire des idées. Et justement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez Sorel, c'est qu'il était à une époque où encore, enfin, comment dire, la dichotomie droite-gauche n'était pas encore assez installée. Vous avez cité Bakounine. Bakounine, on le présentait pas comme un homme de gauche, on le présentait comme un anarchiste. Sorel, c'est exactement la même chose. Mais même, j'ai envie de dire, Proudhon, par exemple, et même Marx rigolait quand, dans ses textes, on le voit jamais qui se présente comme un homme de gauche. Et je sais que, par exemple, dans nos auteurs récents aussi qui sont, comment dire, des auteurs pas maison, mais en tout cas qui nous sont chers dans la revue Le Mans, comme Jean-Claude Michat, il parle très bien que c'est à partir, comment dire, de la révolution dreyfusienne que c'est, comment dire, que c'est cristallisé. Sorel, exactement. Parce que justement, ce qui est assez drôle, c'est que Sorel et Dreyfusard, à l'époque, donc en 1898, quand il y a le manifeste qui sort, manifeste qui sera attaqué par Barrès, quelqu'un qui vous est cher, Olivier, et justement, c'est quelqu'un qui reviendra ensuite sur ses écrits en disant, oui, on s'est fait avoir par la bourgeoisie, par les rats-de-soc de l'époque, Clémenceau, parce que au-delà de la simple affaire sur un pauvre capitaine juif comme le capitaine Dreyfus, c'était entre guillemets une attaque contre l'État, contre l'Église, c'était vraiment une attaque systémique. Et puis une volonté de fusionner au fond le socialisme avec la gauche bourgeoise. Bien évidemment, c'est un arrimage, ce contre quoi ensuite va se battre tout au long de du reste de sa vie, Sorel justement. Arrêtons-nous maintenant à la pensée peut-être de Sorel, parce qu'on parle de Sorel. Alain de Benoît a écrit un livre sur Édouard Berthe, qui a été un sorelien, un des grands disciples de Sorel. Il parlait de socialisme héroïque. Alors, évidemment, les deux mots, encore une fois, peuvent paraître antinomiques, socialisme et héroïsme. Le socialisme est parfois considéré comme un économicisme étroit. Eh bien non, chez Sorel, il y a un socialisme héroïque. Justement, Sorel va rentrer en évocation, je pense, avec notre époque, parce que c'est un penseur de la décadence avant tout. Il a écrit un livre sur la décadence du peuple juif, sur la décadence des Grecs, sur la décadence de la Rome antique et sur la décadence dans les illusions du progrès, sur la société bourgeoise. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va montrer que le socialisme, en fait, il va le mettre dans une perspective, grâce notamment à la notion des thèmes, enfin des mythes et de la violence, dans une perspective où il va se revendiquer, comment dire, des soldats de Napoléon, des guerres homériques, ce genre de choses. Et ce qu'il faut pas oublier... Oui. Et ce que j'ai bien aimé aussi chez Sorel, c'est qu'il va, comment dire, remettre sur le devant de la scène la notion de morale. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez décrié. Quand on entend le moral, on pense tout de suite à des choses plutôt négatives, à quelqu'un, à un ton péremptoire, ce genre de choses. Sorel va montrer exactement le contraire, que c'est vraiment, comment dire, une éthique, une tenue face au combat, face à la violence, parce que là, c'est aussi un des grands thèmes je pense qu'il rentre aussi encore en résonance avec notre époque, c'est le thème de la violence, bien évidemment. Il y a aussi un thème sorelien, c'est la question du mythe. Oui. Au fond, pour Sorel, le mythe de la grève générale, c'est-à-dire qu'un mythe, pour qu'il y ait une action politique, on ne peut pas avoir simplement une action électorale, Dieu sait s'il se méfiait de l'électoral, ou une action purement militante. Il faut au fond avoir un imaginaire. Est-ce que je le comprends bien? Oui, il faut se remettre encore là dans la perspective de l'époque. On est fin 19e, début 20e, donc là il y a tous les mythes scientistes, positivistes. On va sortir enfin de la religion, de ce genre de choses. On va vers la religion du progrès, ce qui est encore quelque chose qui nous parle, j'ai envie de dire. Et Sorel va redécouvrir, grâce à des auteurs comme Bergson par exemple, ou même comme chez Pascal, qu'entre guillemets aussi Gustave Le Bon, bien évidemment, c'est à l'époque où il va sortir Psychologie des foules, ce genre de choses. Gabriel Tarde aussi, qui est un sociologue qui est un peu moins connu, mais qui avait beaucoup écrit sur cette chose, qu'en fait les sociétés sont mues par des passions, pas des folies collectives, mais entre guillemets par des affects. Quelque chose qu'on va retrouver par exemple chez un auteur aujourd'hui plutôt classé à gauche, qui est Frédéric Lordon, qui a beaucoup écrit, notamment avec une anthropologie spinozienne, sur ces notions d'affect. Et moi je pense que justement, moi qui essaie entre guillemets d'être sur cette ligne populiste, il faut aujourd'hui parler justement à ces affects. On peut pas, comment dire, avoir des grands mouvements politiques en parlant avec des arguments rationnels, ce genre de choses. Il faut aussi parler avec aux affects, aux passions, ce genre de choses. Et donc là, avec les mythes mobilisateurs, etc. Votre livre s'intitule Georges Sorel, révolutionnaire conservateur. Comment situer Sorel par rapport à deux grandes figures aussi du socialisme ou de la révolution au XIXe siècle, que sont Marx et Proudhon?
J'ai entendu parler un jour de Sorel comme d'une synthèse entre Marx et Proudhon. Bah, c'est exactement ça. C'est un couple dialectique entre guillemets, si on veut les deux. Par exemple, on sait très bien que Marx va vouloir une centralisation. C'est son côté Hegel. On va revenir dans le côté d'un État, alors que Proudhon, on le sait très bien, c'est plutôt sur le mythe du mutualisme, du fédéralisme. Il est absolument contre, et Sorel suivra cette voie aussi. Ils sont contre-étatistes absolument. C'est pour ça que par exemple, je trouve que Jacques Julliard fait une mise à jour et il met les points sur lui de manière très intelligente, parce que Zirpsternel, dont on a parlé au début de l'émission, l'avait présenté comme un proto-fasciste entre guillemets. On sait que c'est aussi des thèses que reprendra BHL plus tard de manière complètement malhonnête. Oui, non, mais c'est complètement malhonnête. Et justement, Jacques Julliard démontre très bien dans son entretien avec François que Sorel combattait l'État, alors qu'on sait que le mythe du fascisme, justement, c'est tout dans l'État, rien en dehors, ce genre de choses. On sait aussi très bien que Sorel combat le culte du chef. Lui, il est plutôt sur une immersion par les bases d'en bas, par le mythe ouvrier. Donc ça vient par en bas. Conseilliste, Sorel, en quelque sorte. Ah oui, c'est ça, c'est ça. De la démographie, peut-être pas de la démographie directe, mais. Ah oui, non, il a des paroles. Il est très antidémocratique. Justement, je pense que ça aussi, c'est peut-être plus antidémocrate parlementaire. Il est très anti-parlementaire. Exactement, mais je pense que c'est aussi un reproche qu'a pu lui faire Alain de Benoît, qui était assez bien vu. C'est qu'à l'époque, on a toujours ce mythe de la démocratie comme le mythe du nombre. Ce qui est vrai, c'est la quantité contre la qualité, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se dire antidémocrate. Justement, nous, on aimerait revenir au référendum, à ce genre de choses, à la consultation du peuple. Et justement, quelque chose qui est en filigrane dans la pensée de Sorel et qu'on retrouve un peu aussi chez Maurras, c'est l'opposition entre le pays légal et le pays réel. Et aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que le gouvernement ou Macron, on le voit par exemple avec la réforme des retraites, il va toujours chercher par des petites astuces juridiques justement le contournement des contestations du groupe Lyot ou de ce genre de choses. On sait qu'ils ont une peur bleue des référendums depuis le référendum de 2005. Donc là, c'est entre guillemets, je me scinde un peu de la voix pure de Sorel et c'est peut-être une critique que je pourrais lui apporter. Que diriez-vous à un homme de droite? Pourquoi faut-il que les hommes de droite lisent Sorel? Justement, Sorel, il a le côté démystification qu'on pouvait retrouver chez Marx. Alors, je sais que ça a un côté qui peut un peu faire mal. Je sais soupçon, comme voilà, exactement. Et Jean Vioulac, qui fait un entretien aussi dans le dernier élément. C'est un article voilà. Un portrait qui avait écrit justement un livre, La démystification par Marx. Et en fait, Marx montre très bien que le droit, que la morale d'une époque, en fait, ça tombe pas des nues, ça tombe pas du ciel. C'est évidemment la morale, le droit et l'économie de la classe dirigeante et de la classe en place. Donc c'est pour ça, je dirais en droit, oui, vous me parlez, à quelqu'un de droite, je dirais oui, vous me parlez d'un droit, d'une économie, mais ce n'est pas un droit parmi quelconque ou le droit naturel, c'est le droit d'une élite et de la classe dirigeante. Démystifier, oui. Sur la droite, hein. Mais avant une toute petite précision technique, c'est l'éditeur qui parle, enfin l'éditeur c'est Sixtine G en l'occurrence, hein, qui dirige les éditions de la Nouvelle Librairie. Le livre de Rodolphe sera en librairie le 15 juin. Merci donc voilà. Pour avoir rappelé, c'est important mais quand même. Voilà, mais simplement, revenir sur votre question, sur la question, peut-il séduire la droite? Oui, bien sûr, il a séduit la droite et la gauche, hein. Même s'il ne relève pas des catégories fascistes et communistes, il a séduit des fascistes et des communistes. Hein. Attendez, il reste 1 minute 20, je suis désolé. Ouais. Je dois vous interrompre, dois t'interrompre, excuse-moi François. À propos, il a séduit la gauche et la droite, il a même séduit les communistes et les fascistes, puisque vous racontez une anecdote dans vos livres qui est tout à fait incroyable. 10 ans après la mort de Sorel, dites-nous, parce que je trouve que elle évoque une délégation de l'Italie fasciste et une délégation de la Russie communiste se présente à la famille de Sorel pour, entre guillemets, ériger un monument sur sa tombe 10 ans après sa mort. Donc, par contre, ce sera refusé par la famille, ne voulant pas de récupération sur le dos de Sorel. Voilà, je trouve que c'est une anecdote assez révélatrice. Rappelez-nous la date de sortie du livre de Rodolphe. 15 juin. 15 juin, donc vous retrouverez à la Nouvelle Librairie et dans toutes les bonnes librairies le livre de Rodolphe Carte sur Georges Sorel. En attendant, vous pouvez lire le dernier numéro d'Éléments. Je vous retrouve dans 2 mois, peut-être à la rentrée, je ne sais pas la date, mais pour le prochain numéro. En attendant, vous retrouverez notre ami Patrick Luzinski et une bonne équipe d'Éléments pour cette année-là. Au revoir, bonne journée, au revoir.